Jusqu'ici, la pression elle était sur les Ukrainiens, c'est-à-dire les Américains ne se privaient pas de dire c'est Volodymyr Zelensky qui bloque, il n'est pas prêt à des concessions. Là, c'est l'inverse. Tout est entre les mains de Vladimir Poutine. Là, on va voir s'il est prêt à faire des concessions. Oui, mais je crois que les Russes ont montré depuis au moins 2022 qu'ils étaient plutôt hermétiques à cette pression. Et là, ça ne va pas changer. Non, ça m'attriste, mais non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la technique de négociation américaine vis-à-vis de la Russie n'est certainement pas la bonne. C'est-à-dire que les États-Unis ne jouent pas le rapport de force jusqu'au bout avec la Russie. Ce qui amènerait la Russie à la table des négociations, c'est une déclaration de Trump qui dirait « Si Poutine ne veut pas s'asseoir ou la Russie ne veut pas s'asseoir à la table des négociations, j'augmente mon aide militaire à l'Ukraine. » Alors qu'il n'est pas du tout dans Il n'est pas du tout dans ce narratif. Il est plutôt sur un narratif d'accéder à certaines positions du Kremlin, sur par exemple refaire des élections en Ukraine, sur le fait de lâcher sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et sur le fait de ne donner aucune garantie de sécurité, en tout cas américaine, aux Ukrainiens. C'est intéressant ce que vous dites. Donald Trump, on va l'écouter effectivement quelques heures après la signature de cet accord, je ne sais pas si on peut dire accord, effectivement, hier soir. Bon, c'est pas du tout le ton qu'il employait avec Volodymyr Zelensky, et c'est assez saisissant. Écoutez. C'est un cessez-le-feu total. L'Ukraine a accepté et j'espère que la Russie va accepter. Nous allons les rencontrer plus tard, demain, et j'espère que nous pourrons obtenir un accord. Ce cessez-le-feu est très important. Si la Russie accepte de le signer, ce sera une bonne chose. Sinon, si ça continue, des gens vont mourir. Beaucoup de gens. C'est pas la pression qu'il met sur Zelensky habituellement. Là, c'est bon. On espère que Vladimir Poutine accepte. Sinon, il va y avoir des morts. C'est pas maintenant, il faut y aller, quoi. Oui, tout à fait. Mais alors d'abord, Donald Trump a des affects et il déteste Volodymyr Zelensky et il est fasciné par Poutine. Donc effectivement, il ne les traite pas de la même manière. Ensuite, le rapport de force entre les deux aussi est très différent. Il considère aujourd'hui que Zelensky est, dans son langage, un loser, et il fait pression sur lui. De toute façon, pour lui, c'était la première étape. Il le fait comme, non pas comme le fait un chef d'État normal, entre guillemets, mais comme un promoteur immobilier. C'est-à-dire, il l'a écrit lui-même il y a des années en disant l'art du deal, voilà comment je traite alors mes adversaires, comme il les appelle, je les casse. Quand ils sont assez cassés, mais pas totalement morts, effectivement, ils reviennent et j'obtiens, non pas totalement ce qu'il voulait, parce qu'il part de très haut, mais la plupart de ce qu'il voulait. Il en est là, c'est comme ça qu'il a traité Zelensky. Zelensky va revenir à New York. Entre-temps, il a obtenu un certain nombre de choses. Maintenant, avec Poutine, alors qu'avec Zelensky, il l'a fait comme une émission de télé-réalité. Il est beaucoup plus prudent, effectivement, avec Poutine. Mais Poutine peut avoir un intérêt. Ça lui offre une porte de sortie. Il y a la levée des sanctions qui est possible. Et effectivement, si Donald Trump, à un moment, est furieux parce que ça ne rentre pas dans son scénario, il se peut qu'il soit beaucoup plus brutal, beaucoup plus fort vis-à-vis de Poutine. C'est difficile à dire pour le moment. Là, il espère que la négociation et la carotte, plutôt que le bâton, sera efficace. Là, le président de la Chambre de commerce américaine est à Washington en train de discuter avec le Trésor des sanctions qui seraient levées et qui seraient utiles aux entreprises américaines. Donc on n'imagine pas, si Poutine refuse, que Trump soit pitoyable avec lui. Il n'y aura pas de changement de ton. Impitoyable, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il a besoin malgré tout d'un accord. Il en a besoin vis-à-vis de son électorat. C'était une promesse importante. Et puis, c'est une question de face à l'étranger aussi. Il ne peut pas accepter que Poutine refuse absolument tout. Et dans cette... Là, on y est, c'est ce qu'on expliquait, ce qu'on analyse, c'est que les Russes sont en train de gagner du temps. Il y en a un qui est extrêmement parlant dans cette veine-là, c'est Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a réagi. Donc c'était ce matin, donc après la signature de cet accord. Alors c'est extraordinaire, peut-être c'est un cas d'école, mais là aussi j'aurais besoin de votre décodeur. Écoutez. Je suis surtout étonné par cette obsession des casques bleus. Le président Macron dit qu'il faut les arrêter. Dans un mois, ils seront déployés
On verra ensuite ce qu'il faut faire. La présence de troupes de l'OTAN, quel que soit leur drapeau sur le sol ukrainien, est la même menace qu'une extension de l'OTAN. Vous ne l'accepterez en aucun cas? Sous aucune condition. Personne ne nous parle. Ils n'arrêtent pas de dire « rien sur l'Ukraine ne sera fait sans l'Ukraine ». Mais eux, ils font plein de choses concernant la Russie sans la Russie. Alors pardon, je peux être un peu familière, c'est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire hier, il n'a jamais été question de troupes au sol en Ukraine, et là, il ne parle que de ça, là. Alors, bon... Parce qu'on est ambigu nous-mêmes, c'est-à-dire on travaille sur une hypothèse. Alors il parle bien de casques bleus, ce qui ne serait pas, probablement pas des forces de l'ONU, mais néanmoins des forces de maintien de la paix, et donc sur le territoire ukrainien. Donc c'est à ça qu'il répond, et là il en veut beaucoup à la France et à Emmanuel Macron en particulier. Pour le reste, la méthode de négociation de Lavrov est toujours maximaliste, mais il connaît parfaitement son dossier, il est redoutable dans la négociation. Et donc, non, mais c'est une position de départ. Ouais, c'est juste une position de départ. La pression, d'un côté, on le disait, donc les Américains, même si elle est un peu faible, la pression intérieure aussi, puisqu'il y a les 1000 blogueurs qui sont extrêmement importants en Russie. On le sait, vous le savez, ces blogueurs militaires, donc qui sont très pro-guerre. Et voilà ce qu'ils disent après cet accord d'hier soir. Accepter un cessez-le-feu de 30 jours serait un sabotage et une trahison. Et un autre, le cessez-le-feu est inacceptable. Il permettrait à l'Ukraine de se réarmer et se réorganiser. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure. Ça, on le trouve quasiment sur tous les comptes. Ça va laisser le temps à l'Ukraine de se réarmer. Est-ce que le Kremlin peut faire sans? Il est obligé de tenir compte de ces opinions-là ou pas? Oui, il doit tenir compte de ces opinions-là. Après, il faut quand même revenir. Depuis 2014, le Kremlin n'a pas respecté énormément de cessez-le-feu. Les Ukrainiens ont décompté une vingtaine de cessez-le-feu non respectés par la Russie. Mais la déclaration de Lavrov, pour rebondir sur ce que disait Madame l'ambassadrice, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la Russie refuse toute garantie de sécurité pour l'Ukraine, que ce soit après un cessez-le-feu ou un accord de paix. Elle ne veut pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Parce qu'effectivement, elle a obtenu des Américains qui ne donnent pas de garantie de sécurité, mais elle ne permet pas non plus aux Européens, si on lui demande son avis, de donner une garantie de sécurité à l'Ukraine. Donc qu'est-ce qui va pousser l'Ukraine aujourd'hui à accepter un accord de paix qui ne soit pas une capitulation? Parce qu'un accord de paix sans garantie de sécurité, c'est une capitulation. Quand on connaît l'histoire longue de la Fédération de Russie ou de l'Union soviétique avant, on se rend bien compte qu'un accord de paix fragile avec cette entité politique est une capitulation pour les années à venir. Vous êtes d'accord? Parce que vous avez travaillé sur des accords entre les Russes et les Ukrainiens juste avant le début de Minsk, jusqu'au 8 février 2022. J'étais à Kiev encore 3 semaines avant le début de la guerre. Puis la suivante, on l'a faite par visioconférence. Et alors, c'est vrai que les Russes avaient violé le premier accord de Minsk. D'ailleurs, il y en avait eu un deuxième. Et ensuite, il y a eu beaucoup de violations. Mais il y a eu aussi des cessez-le-feu. Des deux côtés en plus. Pendant 1 heure et demie, pardon. 1 an et demi, pardon. Et avec des violations du côté ukrainien aussi, mais moins nombreuses que du côté russe. Donc effectivement, les observateurs de l'OSCE n'avaient pas de moyens de sanctions. Simplement, ils recensaient un petit peu comme des notaires les violations. Mais ce que je pense là-dessus, c'est que il n'y aura jamais uniquement une mission européenne. Je crois que si à un moment on décide d'avoir une force, un petit peu de garantie, il y aura des pays qui ne sont pas jugés inamicaux par les Russes, donc des Indiens, des Turcs, des Chinois, des Brésiliens, pour le faire accepter. C'est pas sûr que ce soit accepté, mais c'est une possibilité. L'autre possibilité serait qu'il y ait une protection du ciel à la frontière, comme le demandait d'ailleurs Zelensky dès le début de la guerre, et qui ne serait pas directement sur le terrain, alors que d'autres pourraient être sur le terrain. Mais je n'en sais rien. Non, mais c'est trop tôt. Mais c'est des options, mais je pense que c'est pas possible que ce soit uniquement une force européenne. Et ça aussi, c'est... Alors, on essaye de chercher les informations là où elles sont. Donc, Charlie Nurel, pour tout vous dire, notre reporter sur place, a réussi à aller à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Les conditions de sécurité ne sont pas réunies, elle ne peut pas être en direct avec nous. Mais elle le dit, elle voit bien que ça commence à être
extrêmement compliqué pour les Ukrainiens. Il y a cette phrase de Volodymyr Zelensky, il y a ces reportages à la télévision russe, Koursk, c'est fini. Oui, mais l'objectif de Koursk, il y avait différentes interprétations. Il y avait effectivement cette interprétation, comme quoi cette avancée des Ukrainiens dans la région de Koursk serait une monnaie d'échange vis-à-vis du Kremlin lors de prochaines négociations. Personnellement, je n'ai jamais souscrit à cette thèse. Je pense que l'objectif était de fixer entre 40 000 et 50 000 soldats russes à cet endroit pour empêcher que ces soldats soient déployés dans le front du Donbass. Parce qu'il faut se rappeler une chose, les Russes ne peuvent pas prendre les Ukrainiens au sérieux sur leurs revendications pour Koursk. Les Ukrainiens n'ont jamais voulu occuper cette région. Quand les Ukrainiens sont arrivés à Souja, ils n'ont pas organisé un référendum pour annexer cette région dans leur constitution. Non. Ils n'ont jamais dit que Koursk avait vocation à rentrer dans l'État ukrainien. Jamais, à aucun moment. On ne peut pas mettre la situation de Koursk et l'annexion du Donbass russe sur le même plan. Donc, je pense que ça n'a jamais été une monnaie d'échange. Effectivement, ce que font les Ukrainiens actuellement, je pense, c'est donner des gages à l'administration, surtout américaine, pour leur dire, voilà, nous sommes prêts à cette paix, nous sortons de la Fédération de Russie, où elle nous met en difficulté sur le terrain, et nous sommes prêts à aller à la table des négociations et de parler vraiment d'une paix. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Si les Russes, après ce retrait des Ukrainiens de Koursk, refusent toujours d'aller à la table des négociations, qu'est-ce qui va rester comme argument au Kremlin pour dire, vous voyez, les Ukrainiens, ils veulent pas vraiment la paix. Possible. Donc je crois que c'est l'une des dernières cartouches ukrainiennes envers l'administration américaine pour leur prouver toute leur bonne foi. Est-ce que Poutine peut dire non à Trump ? C'est possible ou pas ? Poutine peut temporiser presque indéfiniment. Je ne pense pas qu'il dira non à Trump, mais il posera sans doute un certain nombre de Il sera plus habile. Oui, enfin sûrement. Mais cela dit, je ne pense pas que les Ukrainiens peuvent dire on a fait preuve de bonne volonté, on est prêt à négocier. Leur intérêt, au contraire, aurait été de tenir le plus de terrain possible. Donc, c'est quand même un échec militaire pour les Ukrainiens. Ça enlève effectivement un obstacle, mais c'est difficilement vendable. En fait, ce qui est aussi dans la concordance des événements qu'on peut lire, c'est qu'effectivement, ce retrait de Koursk qu'on aperçoit depuis quelques jours vient en résonance aussi avec la déclaration des Américains hier et qui a été confirmée par Radosław Sikorski, le ministre des Affaires étrangères polonais, c'est-à-dire que la reprise des livraisons d'armes à l'Ukraine, elle est effective. Ça y est, elle a recommencé effectivement. J'ai pas été très diplomate avec vous, Sylvie Bermann, sur les enfants. Effectivement, alors on y vient parce que quand je regarde donc le communiqué final, et il est bien écrit, pendant cette période de trêve sera mis en place l'échange de prisonniers de guerre, très bien, la libération de détenus civils, très bien, et le retour des enfants ukrainiens transférés de force. On le rappelle juste, Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la CPI pour cette question des enfants, que la Russie a toujours revendiqué comme étant humanitaire. On sauve des enfants ukrainiens. Ça ne peut pas passer auprès des Russes. Je crois que si, en fait. Si. C'est justement ça qui permettrait de lever le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Quel intérêt ? Alors, je sais bien qu'ils veulent russifier le plus possible les Ukrainiens, mais quel est l'intérêt à terme de garder ces enfants ? Ils seraient prêts à rendre les 20 000... Non, mais ça peut faire partie des possibilités. Pour moi, c'est évident que ça doit faire partie d'un accord. Alors, est-ce que c'est l'accord de paix ? Est-ce que ça se fait pendant la trêve ? De toute façon, si la trêve a lieu, il y aura des négociations à ce moment-là. Donc, ils vont avouer... Il peut y avoir d'accord si, effectivement, les enfants... Donc, ils sont prêts à avouer que ces enfants qu'ils considèrent russes maintenant, qu'ils considèrent avoir sauvés, qu'en fait, non, très bien, ils peuvent retourner chez eux. Ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils les ont accueillis pour des raisons humanitaires, pour qu'ils ne soient pas tués. Donc, il y a toujours un habillage, il y a toujours un narratif possible. Au Kremlin, c'est toujours possible. Autre point qui nous a interpellés, le mot « Europe ». Les Européens, c'est inscrit noir sur blanc sur cet accord, donc sur le communiqué final. Or, jusqu'ici, les Européens avaient été tenus bien à distance par les Américains. D'ailleurs, écoutez ce que dit aujourd'hui Marco Rubio, le chef donc de la diplomatie américaine. Les Européens ont émis une série de sanctions contre la Fédération de Russie. Et j'imagine que dans le cadre de négociations avec les Russes, si on parvient à ce stade,
ils évoqueront ces sanctions européennes qui leur ont été imposées. Je pense que la question de ces sanctions sera sur la table. Et il en sera de même pour les avoirs russes gelés. Et donc pour moi, il est clair que si l'on veut la paix en Ukraine, des décisions doivent être prises par les Européens à propos de ces sanctions. C'est pourquoi, pour moi, les Européens doivent être impliqués dans le processus diplomatique. Alors, analyse, c'est un volte-face ? C'est un effet qui se coule. C'est-à-dire En fait, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, il y a un double message qui est incroyable. Le premier message, c'est de dire il faut cesser les sanctions contre la Russie. Ce qui est un message très fort vis-à-vis des Russes. Parce que les Russes, probablement que les Russes ont dit il n'y a plus de sanctions des Européens, plus de personnes. Premier point. Et le deuxième point, il l'habille en disant réflexion faite, puisque les sanctions ont été mises par les Européens, on va les accepter à table et comme ça, ils pourront dire ce qu'ils ont à dire. Donc, vous voyez, il y a un effet qui est très, très malin. C'est pour ça que Rubio, on le prend pour un taciturne, ce qu'il est à mon avis, mais je pense qu'il est extrêmement malin. Il est très prudent et là, ce qu'il vient de dire là, c'est vraiment, c'est une phrase de diplomate. Pardon, oui. Madame l'ambassadrice, je sais bien que je ne le suis pas, mais je trouve adroit. adroit. Donc en fait, il fait revenir les Européens dans le jeu et en même temps, il envoie un message à Poutine en disant on traite l'affaire des sanctions avec eux directement. Oui. Oui, c'est-à-dire nous remettre dans le jeu, c'est plutôt décider à notre place. Parce que s'ils décident de lever les sanctions, il va y avoir un forcing sur les Européens. Et par ailleurs, ce que je me demande, parce que les Américains seront prêts s'il y a un accord à lever les sanctions, mais finalement, est-ce que les sanctions européennes les gênent tant que ça ? Ça leur permettra de continuer à faire des affaires et d'être seuls sur le territoire russe. Ce ne sont pas des sanctions adoptées aux Nations Unies et donc des sanctions universelles. C'est des sanctions unilatérales européennes et unilatérales américaines. Donc finalement, même si nous on refuse, je ne suis pas sûre que ça les dérange tant que ça. Mais par ailleurs, s'ils le veulent, ils vont essayer de nous forcer la main. Nous forcer la main et nous tordre le bras. Donc c'est pas vraiment un retour des Européens à la table des négociations, c'est plutôt on est un petit peu mis sous pression à notre tour. Si on est mentionné uniquement pour ça, c'est pas ce qu'on cherchait à mon avis. Ça redore pas vraiment notre blason. Plus globalement, est-ce que c'est quand même le retour en force de Volodymyr Zelensky ? Est-ce qu'il y a quand même là le côté l'Ukraine quand même s'est révélée une fine négociatrice, ou alors il y a quand même des sous-textes qui fait non. Sylvie Bermann me fait non. Non, la réponse est dans la question. On lui a forcé la main. Ouais. Oui, mais quand même, ils arrivent à ressortir avec un communiqué final hier, avec des mots extrêmement importants sur les enfants, par exemple. Oui, mais ça, c'est effectivement positif. Les Américains ne pouvaient pas leur tordre le bras sur absolument tout. Mais ça correspond quand même à ce que souhaitait Donald Trump. Et je pense qu'à aucun moment, il n'a pensé mettre un arrêt définitif aux fournitures d'armes ou de renseignements. Je pense que c'était un moyen de pression sur Zelensky. Donc, il a obtenu ça, ce qui est très bien, mais encore une fois, c'est une victoire pour lui, mais les Américains entendaient le faire de toute façon. Oui, mais même la trêve. La proposition des Ukrainiens, c'était trêve dans les mers, dans les airs. Là, c'est une trêve totale. Oui, mais c'est ce que... une trêve, c'est le feu provisoire, et c'est ce que Donald Trump voulait de toute façon. Ouais, bon, c'était une question. Arthur Koenigsberg. Sur cette histoire des enfants, le mot exact, c'est déporté. Oui. Parce que dans le communiqué, c'est transféré. Dans le communiqué, c'est le retour des enfants ukrainiens transférés de force. Donc, parce que ce qui s'est vraiment passé dans les territoires occupés par la Fédération de Russie en Ukraine, c'est une véritable déportation de 20 000 enfants. Mais l'incidence que ça a dans la mentalité ukrainienne, parce que les Ukrainiens se rappellent que c'est une volonté historique de la Russie de nier l'identité nationale ukrainienne, de russifier l'Ukraine. Oui. On n'en parle pas beaucoup en France. Mais en 1930, il y a eu un génocide en Ukraine. L'Holodomor. C'est les famines soviétiques organisées par Staline qui ont fait près de 3 millions de morts. Ça, les Ukrainiens s'en souviennent. Les Ukrainiens s'en souviennent. Et ces déportations d'enfants rentrent en écho avec cette longue volonté russe de nier l'identité nationale ukrainienne. Comment on s'en prend le plus possible à une nation qu'en la privant de son avenir et qu'en s'attaquant à ses enfants. Donc effectivement, les Ukrainiens ne peuvent pas lâcher dessus, parce que la Russie a en même temps tellement joué aussi sur ce sujet. Elle a mis en scène lors de sa propagande cette déportation d'enfants, et surtout,
l'adoption de ces enfants par des familles russes. Exactement. Donc, et ça, les Ukrainiens ne peuvent pas lâcher. Comment ils peuvent lâcher auprès de toutes ces familles sur ce sujet? C'est impossible. A priori,